Dans cette capsule, on va voir un théorème important du chapitre qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Mais avant, il faut parler de qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique. Donc, prenons une situation simple ici où on a une force qui déplace un bloc à l'horizontale. Pour l'instant, supposons que c'est la seule force horizontale. Donc, il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'autre force, il y a seulement cette force-là et on a notre déplacement horizontal. Donc, le travail qui serait fait par la force, donc ça serait F fois delta X. Donc, le produit de la force fois le déplacement. Par contre, si on utilise la deuxième loi de Newton, alors on peut remplacer la force par la masse fois l'accélération, puisque c'est la seule force horizontale. Donc, ça va être égal à la masse fois l'accélération. Vous allez vous rappeler de la quatrième formule de la cinématique qu'on avait vue au chapitre 3. On avait cette formule-ci. Lorsqu'on a un mouvement uniformément accéléré, on a vitesse finale au carré égale vitesse initiale au carré plus 2a fois delta x. Alors on reconnaît ici le terme a fois delta x, le même qu'on a ici dans le travail, a fois delta x. Alors on peut isoler a delta x là-dedans et le remplacer dans l'équation du travail. Ça va nous donner donc une demi. Alors ça, c'est le 2 qui était ici qu'on a envoyé de l'autre côté. La masse qui était là et le A delta X, on l'a remplacé par V carré moins V0 carré, en fait sur 2. Alors si on distribue le 1 demi M, alors on va obtenir 1 demi MV carré moins 1 demi MV0 au carré. Donc en fait, on obtient en quelque sorte une soustraction de quelque chose de final, puisque c'est la vitesse finale, fois la masse, et la vitesse initiale fois la masse. Donc on a une soustraction d'une situation finale moins une situation initiale. Alors, considérant cette formule-là qu'on vient d'obtenir, on va définir une nouvelle quantité qu'on va appeler l'énergie cinétique. Donc le 1 demi mv carré qu'on vient de retrouver dans la formule, on va appeler ça l'énergie cinétique. Le symbole qu'on utilise, bon, ça varie selon les auteurs, mais bon, dans le livre qu'on utilise, on prend le symbole K majuscule. Pourquoi K? Ça vient de l'anglais en fait. En anglais, c'est kinetic energy, donc on prend le K majuscule donc pour l'énergie cinétique. Les unités de l'énergie cinétique, ça va être des joules parce qu'en fait, c'est équivalent à du travail. Si on revient à la formule qu'on a vue tout à l'heure, une demi mv carré, il faut que ça soit des joules puisque ça donnait du travail. Alors, c'est les mêmes unités. Et on peut revenir avec la formule qu'on a vue tout à l'heure. Le travail égale une demi mv carré moins une demi mv0 carré. On appelle ça le théorème de l'énergie cinétique. Quand on fait du travail, quand une force fait du travail sur un objet, ça contribue à faire changer son énergie cinétique. Donc une demi mv carré. Techniquement, le théorème de l'énergie cinétique, à la diapo précédente, je l'ai démontré pour une seule force qui était constante. Mais en réalité, je vais montrer ici que c'est un théorème qui est tout à fait général. D'abord, si la force est variable, donc on a déjà rencontré cette situation-là lorsqu'on a parlé du travail, si on a une force variable plutôt qu'une force constante, bien le travail se calcule en faisant l'air sous la courbe. Et à ce moment-là, mais on peut le remplacer par un paquet de petits déplacements. Or, si on imagine le premier petit déplacement delta x, bien, la force va faire du travail et ça va être égal à la variation d'énergie cinétique. Par contre, ensuite, on va repartir avec notre vitesse finale qui va redevenir notre vitesse initiale pour la prochaine partie du mouvement. Et là, on va refaire encore du travail. Ça va faire changer encore la vitesse. Et on peut faire tout plein de petits déplacements comme ça. Et à chaque fois, on augmente ou on diminue l'énergie cinétique. Mais la vitesse finale de l'un, ça devient la vitesse initiale de l'autre et ça va s'annuler. Ce qui fait qu'au bout du compte, on va revenir encore avec la même formule. Le travail total qui a été fait par la force va être égal à la variation d'énergie cinétique en prenant seulement l'énergie cinétique initiale au tout début et celle qui est finale. D'ailleurs, si on revient ici, supposons qu'il y a d'autres forces. Il n'y a pas juste cette force-là qui est exercée sur l'objet, il y a plein d'autres forces. À ce moment-là, on peut remplacer le F dans la formule qui est ici par la force résultante, donc la somme de l'ensemble des forces. À ce moment-là, on va avoir le travail total fait par l'ensemble des forces. Ça va être égal à la force totale fois le déplacement.
Bien sûr, ça va être maintenant un produit scalaire, donc la force ne sera pas nécessairement dans le sens du déplacement, mais on aura un produit scalaire. On peut quand même remplacer la force par masse fois accélération, sauf que là, ici, on va avoir le produit scalaire de l'accélération fois le déplacement. Et le produit scalaire, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la composante de l'accélération qui est perpendiculaire au déplacement ne comptera pas, va être éliminée. Donc, il va nous rester, ça c'est la partie qui fait varier la direction de la vitesse. Alors, il va nous rester seulement la partie qui est dans le même sens que le déplacement, c'est celle qui fait varier la grandeur de la vitesse. Alors, ça veut dire que la formule qui est ici va être encore bonne. Et donc, on va retrouver la même formule qui est là, donc le théorème de l'énergie cinétique est valable même s'il y a plusieurs forces, puis même si la force est variable. Alors, on va faire deux exemples où on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Le premier exemple, je prends le numéro 16 qui est à la fin du chapitre dans votre volume. On dit la distance d'arrêt d'une voiture qui roule à 50 km/h est de 11,3 mètres. La masse de la voiture avec ses occupants est de 1200 kg. Et on nous demande de calculer le module de la force de freinage. Et si la même voiture roule plutôt à 60 km/h, quel sera le module de sa vitesse après avoir freiné sur 11,3 mètres? Euh, bon, remarquez tout de suite que ce problème-là, on aurait pu le résoudre avant le chapitre 8. C'est-à-dire qu'on a ici la vitesse initiale, la distance de freinage et la masse. Donc en fait, avec la vitesse initiale, la distance de freinage et la vitesse finale d'ailleurs qui va être 0, on pourrait calculer l'accélération et avec ça, la deuxième loi de Newton, on pourrait calculer la force. Mais on va le refaire ici en utilisant le théorème de l'énergie cinétique pour montrer que c'est équivalent. Donc, je vais juste répéter les données ici, là. On a une vitesse initiale de 50 km/h. Une fois converti en mètres par seconde, ça donne environ 14 mètres par seconde. Ensuite, bien sûr, la vitesse finale va être nulle puisque on arrête. Et le déplacement va être de 11,3 mètres. On a aussi la masse ici qui est de 1200 kg. Je vais réécrire la formule, le théorème de l'énergie cinétique. On dit le travail total est égal à la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire une demi m v carré moins une demi m v0 au carré. Alors dans le fond, on a tout ce qu'il faut pour calculer le côté droit de l'équation. On a la vitesse initiale, vitesse finale et la masse. Donc, tiens, on va le faire tout de suite, pourquoi pas. On va avoir une demi 1200 fois vitesse finale 0 au carré bien sûr, moins une demi 1200 toujours, fois vitesse initiale 14 au carré. Alors bien sûr, le premier terme est égal à 0, donc on va trouver quelque chose de négatif. C'est normal que le travail soit négatif puisqu'on freine, donc il faut absolument que la force soit à l'inverse du mouvement. Alors ça donne moins 117,6 kJ. En fait, ça donnait 117 600, donc 117,6 kJ. Ça, c'est le travail total. Nous, ce que l'on veut, c'est la force de freinage. Donc, on y va maintenant avec notre formule du travail. Alors, la force de freinage va faire du travail, F fois delta X. Donc, en réalité, c'est F fois delta R en produit scalaire. Ici, notre force est à l'inverse du mouvement. Alors, il faut introduire un signe moins. En fait, on aurait cos de 180 si vous voulez, puisque la force est à l'opposé du déplacement. Alors, cos de 180, ça fait moins 1. Donc, on va avoir moins la force que l'on cherche et le déplacement, c'est 11,3 mètres. Et bien sûr, notre travail total, on l'a calculé là-bas. Alors, on va avoir moins 117,6 kJ, donc fois 10 à la 3. Donc les signes moins s'annulent et on peut calculer notre force comme ça. Alors ça donne 10 400 newtons pour la force. Alors c'est une grosse force bien sûr, mais bon, on a une auto de 1200 kg à ralentir, donc c'est assez normal. Si la vitesse de la voiture, si la même voiture, pardon, roule plutôt à 60 km/h, quel sera le module de sa vitesse après avoir freiné sur une distance de 11,3 mètres avec la force calculée en A? Eh bien, euh, on a la force calculée en A, donc elle ne change pas, et le déplacement est toujours de 11,3 mètres.
Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le travail va rester le même. Ça va être moins 117,6 kJ. Et si on applique le théorème de l'énergie cinétique, ben, il va falloir que ça soit égal à 1 demi m vitesse finale au carré moins 1 demi m vitesse initiale au carré. Alors, on peut aller calculer cette vitesse finale-là. Alors, on va avoir 1 demi 1200 fois v carré, qui est la vitesse qu'on cherche, moins 1 demi 1200. Et là, il va falloir transformer, j'aurais peut-être dû le faire à côté, là, 60 km/h en mètres par seconde. Alors 60 km/h, ça donne 16,7 mètres par seconde. Alors on va pouvoir venir le remplacer ici, 16,7 au carré. Et donc avec tout ça, on peut aller calculer notre vitesse. Alors une fois isolé, ça donne 9,1 mètres par seconde, ce qui donne 32,8 km/h. Ça peut paraître un peu étonnant, 32,8 km/h, alors qu'on arrivait à freiner, à partir de 50 km/h, on arrivait à freiner à 11,3 mètres. Puis dans la même distance, si on part à 60 km/h, il nous reste encore 32,8 km/h. Mais ça vient en fait du carré dans la vitesse. Comme l'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse, ben, le fait d'ajouter 10 km/h sur 50, étant donné que c'est au carré, ça augmente de beaucoup la distance de freinage. Deuxième exemple, un petit peu plus complexe, et surtout exemple qu'on n'aurait pas pu faire dans les chapitres précédents parce qu'on a une force variable qui est un ressort. Donc la situation est la suivante, on a un bloc ici qui est attaché au bout d'un ressort. Ce même ressort-là est accroché au bout de la pente et on a les données qui sont représentées ici. On a la constante de rappel du ressort, 8 newtons par mètre. On a l'angle d'inclinaison du plan. On a la masse de 2 kg. Puis ensuite, le coefficient de frottement cinétique, c'est-à-dire c'est entre le bloc et la pente. On a 0,125 comme frottement cinétique. Alors on dit le bloc part du repos. L'allongement du ressort est en nul. Autrement dit, on tient la masse avec un allongement nul du ressort, puis on la laisse aller. Et ensuite, on pose comme question, quelle est la vitesse du bloc après 50 cm de déplacement? Puis deuxième question, quel est l'allongement maximal du ressort? L'allongement maximal, ça veut dire que le bloc va descendre comme ça. Donc, il va descendre de 50 cm, on va trouver sa vitesse à ce moment-là, mais ensuite, il va continuer à descendre jusqu'à un certain maximum où là, il va s'arrêter avant de repartir vers le haut. Donc, l'allongement maximal, c'est le point le plus bas atteint. Alors, une première petite chose qu'on va dire ici, c'est sûr qu'étant donné que le bloc part du repos, il faudrait normalement tester avec le coefficient de frottement statique si le bloc commence à bouger effectivement ou pas. Mais ici, on n'a pas le coefficient de frottement statique et disons qu'on a déjà fait ce test-là et on a conclu que le bloc, oui, se mettait en mouvement, donc la somme des forces vers le bas était plus grande que le frottement statique. Donc, on part de cette considération-là, le mouvement se fait donc. Et on va utiliser, c'est une situation parfaite pour utiliser le théorème de l'énergie cinétique parce qu'on nous demande la vitesse du bloc après 50 cm. Donc ça va être la vitesse finale. Donc c'est ce qu'on cherche, la vitesse finale. Or, on a la vitesse initiale, on part du repos, donc on sait que la vitesse initiale, ça va être 0. On a également la masse qui est 2 kg. Donc en fait, ces choses-là ici, c'est le côté droit de l'équation. Donc je vais peut-être réécrire ici le théorème de l'énergie cinétique. On avait travail total égale 1 demi mv final au carré moins 1 demi mv initial au carré. Donc on a la masse, on a la vitesse initiale et on cherche la vitesse finale. Donc en fait, c'est notre seul inconnu dans le côté droit. Ça veut dire que si on parvient à calculer le travail total, on va être capable de calculer notre vitesse. Alors le travail total, eh bien, on peut le calculer en faisant la somme des travaux exercés par chacune des forces. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force ici sur notre bloc? Dès que le ressort va être étiré, le ressort va exercer une force vers le haut du plan ici. Ça va être la force de rappel du ressort. Donc, on va avoir ça ici. Ensuite, alors ça va faire du travail, bien sûr. Ensuite, on va avoir le poids de l'objet, Fg.
Alors ça aussi, ça va faire du travail parce qu'il y a une composante du poids, alors qui est ici, là, qui va, je vais peut-être la faire en flèche, là. Cette composante-là va faire du travail puisque là, elle est dans le sens du mouvement. Ensuite, on va avoir la normale. Alors la normale serait comme ceci. Par contre, la normale ne fera pas de travail parce qu'elle va être toujours perpendiculaire au mouvement, donc elle ne contribuera pas au travail. Et finalement, on va avoir une dernière force ici, qui va être la force de frottement cinétique, puisque le bloc descend vers le bas du plan. À ce moment-là, la force de friction va s'opposer, donc elle va être comme ceci. Alors, on a ces différentes forces-là. On va calculer le travail de chacun pour ensuite pouvoir calculer le travail total. Alors, commençons par le travail du ressort. Alors, le travail du ressort, on a vu dans la capsule précédente qu'on pouvait le calculer en faisant moins une demi kxf au carré plus une demi kxi au carré. On a tout ce qu'il faut pour calculer ça. On a la constante de rappel, l'étirement initial, l'étirement final. Alors, on va pouvoir mettre ça là-dedans. Alors, moins une demi K8. Étirement final, alors on voulait avoir la vitesse après 50 cm. Donc, ça sera l'étirement final puisqu'on part à 0. Alors, 0,5 mètres. Vous remarquez que j'utilise bien sûr les mètres. Puis l'autre terme, ben, ça va être 0 parce que l'étirement initial, c'était 0 pour notre ressort. Alors, ça va faire moins 1 joule pour le travail du ressort. Vous remarquez que c'est négatif, c'est bien normal. Le déplacement se fait vers le bas du plan et le ressort s'oppose à ça, donc c'est normal qu'il fasse un travail négatif. Allons-y maintenant pour le poids. Alors, le travail du poids, je vais l'appeler WG. Alors, le travail, on fait un produit scalaire. Donc, ceci, force fois déplacement. Je l'écris comme ça parce que, alors si on va voir ici, je vais peut-être le faire en bleu, tiens, le déplacement est dans cette direction-là et le poids est ici. Donc en fait, il va nous falloir l'angle qui est là. Cet angle-là, c'est 90 moins 37, puisque, vous voyez, on a 37 degrés ici. L'angle qui est là, c'est donc 90 moins 37. Puis c'est exactement le même angle que ici où on cherche, là. Donc ça veut dire que on a 53 degrés pour cet angle-là. Alors, le travail du poids, ça va être donc mg. Le déplacement, delta x. Bon, ici, le x, j'aurais peut-être dû le mettre là. C'est une erreur de ma part. J'aurais dû faire mon système d'axe au départ, là. Tiens, je peux faire un système d'axe comme ceci. X, Y, avec mon axe des X qui est vers le bas. Donc, pour avoir un déplacement positif. Donc, mg delta x fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors, dans ce cas-ci, on aura cos de 53 degrés. Ça va me donner le travail du poids. Alors, 2 kg fois 9,8 fois 50 cm fois cosinus de 53. Alors, ça donne 5,9 joules pour le travail fait par la gravité. C'est positif cette fois-ci. C'est bien normal puisque le poids a une composante dans le sens du mouvement, donc il va faire un travail positif. La normale, comme on l'a dit tout à l'heure, ne fait pas de travail et il nous resterait le frottement. Pour calculer le frottement, par contre, c'est sûr que je vais avoir besoin de la normale. Donc ici, il va falloir faire une petite parenthèse et appliquer la première loi de Newton, c'est-à-dire que selon Y, on pourrait l'écrire comme ça, selon Y, la somme des forces va être égale à 0 parce que il n'y a pas de mouvement en Y, donc il faut que la somme des forces soit égale à 0. C'est ça qui va nous permettre de calculer la normale. Alors qu'est-ce qu'on a en Y? On a la normale qui est positive. Ensuite, on a, bon, la force du ressort et le frottement n'ont pas de composante en Y, donc on n'a que le poids qui a une composante en Y, donc mg cosinus de 37. Alors mg cosinus de 37, c'est la composante qui est ici perpendiculaire au plan. J'aurais pu prendre aussi sinus de 53, puisqu'on avait trouvé le 53 tantôt, ça aurait fonctionné. Alors ça me dit simplement que ma normale est égale donc à la composante du poids qui est perpendiculaire au plan.
ça donne 15,7 newtons pour la normale. Ce qui fait qu'on va pouvoir calculer le frottement et donc le travail fait par le frottement. Donc je vais le faire ici, travail fait par le frottement. Alors, on fait toujours F fois delta R. Cette fois-ci, la force, c'est le frottement. Donc, ça va être mu fois N. Le delta R, ça va être notre delta X. Et l'angle entre les deux, bien en fait, ça va être, on pourrait dire que c'est cos de 180. C'est ça qui va nous donner notre signe moins, puisque le déplacement se fait vers le bas du plan et que le frottement est vers le haut. Alors, on a 180 degrés entre les deux. Ce qui va nous donner, bien sûr, un travail négatif. Alors, je remplace 0,125 pour le coefficient de frottement, 15,7 pour la normale, déplacement 0,5, 50 cm, et cos de 180, en fait, ça va faire moins 1. Alors, ça fait moins 0,98, donc, pour le travail. Des joules, bien sûr. Alors, un travail négatif, comme on s'y attendait. Alors, finalement, ici, on va être capable de calculer le travail total. C'est des scalaires, donc il s'agit simplement de les additionner. Alors, on avait pour le ressort moins 1 joule. Pour la gravité, 5,9. Alors, moins 1 plus 5,9. Et pour le frottement, moins 0,98. Donc, au total, il nous reste 3,9 environ joules pour le travail. C'est positif, ça veut dire que notre objet va accélérer. Donc, je continue ici avec le théorème de l'énergie cinétique. Alors, le travail total est égal à la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire une demi m v finale au carré moins une demi m v initiale au carré. Et maintenant, alors 2 kg pour la masse, vitesse finale c'est ce qu'on cherche. Puis l'autre terme, la vitesse initiale c'était 0, donc on va avoir ça. Alors avec ça, on peut calculer notre vitesse finale, ce qui nous donne environ 2, là, donc ça donne à peu près c'est 1,98 en fait, mètres par seconde pour la vitesse finale. Pour la question B, alors comment on va la résoudre? Quel est l'allongement maximal du ressort? On va encore appliquer le théorème de l'énergie cinétique. On va dire travail total égale variation d'énergie cinétique. Sauf que, alors on était parti avec une vitesse initiale de 0. Et puis là, l'allongement maximal du ressort, donc le ressort va s'étirer jusqu'à temps que la masse s'arrête momentanément avant de repartir vers le haut. Donc, à la fin, on va, pour l'allongement maximal, la vitesse finale est nulle aussi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à quel étirement le travail total est égal à 0. Donc, on a ça. On veut que le travail total soit égal à 0. Et le travail total, comme on l'a vu précédemment, c'était la somme de 3 travaux. On avait celui du ressort, plus le travail de la gravité, plus le travail fait par le frottement. Alors, si on les remplace, on a vu tantôt qu'est-ce que c'était. Pour le ressort, on avait moins une demi kxf au carré. Ensuite, on a plus une demi kxi au carré, mais le xi y est égal à 0 puisqu'on part avec un étirement nul. Donc, on peut juste laisser ça. Pour le poids, on avait plus, tout à l'heure, on avait mg delta x, puis ensuite, on avait cosinus de 53. Alors ça, c'était l'angle. Cosinus de 53, c'était l'angle entre le déplacement et la force. Puis ensuite, pour le frottement, on avait moins. Le frottement faisait un travail négatif. La force de frottement, mu fois n, fois le déplacement. En fait, le signe moins venait du cos de 180. Mais on avait quelque chose comme ceci. Or, si je fais une étape de plus, je ne remplacerai pas tout de suite par les valeurs. Ce que je voulais faire ici, c'est que le delta x, je vais juste le remplacer par x final. Parce que
Delta x, c'est x final moins x initial, mais x initial, c'est 0. Par définition, on prend 0 comme l'endroit où le ressort n'est pas étiré. Et ça va être la même chose ici. Je vais remplacer delta x par x final. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me rends compte que j'ai x final, x final, x final. Donc, en fait, ça, c'est la valeur que je cherche. De l'autre côté, le travail, on disait qu'il faut qu'il soit égal à 0. Puis toutes les autres valeurs, je les connais. Donc, j'ai K qui est égal à 8. Ensuite, la masse 2, 9,81 pour la valeur de G, cos de 53, puis il me reste XF ici. Ensuite, de l'autre côté, j'ai 125. La normale, on avait tout à l'heure 15,7 fois XF. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation ici, donc on a les chiffres. J'ai une équation quadratique, mais en fait, qui ne sera pas si compliquée à résoudre que ça. Parce que bon, si je continue un peu, là, moins de demi-8, ça va donner moins 4. XF au carré. Ensuite, ici, on a un terme fois XF, puis un autre terme fois XF, donc on peut les additionner ensemble. Ça fait 9,85 XF. Et donc égal à 0. Maintenant, je peux renvoyer le 4XF au carré de l'autre côté. Donc, ça me donne 9,85 XF. Et finalement, il y a un XF qui s'annule ici. Et je peux donc trouver, ça sera 9,85 sur 4, qui donne 2,04 mètres. Donc environ 2 mètres pour l'étirement final. Donc ça a du sens, en fait, 2 mètres pour l'étirement final. Tout à l'heure, on avait calculé qu'après 50 cm, on avait une vitesse de presque 2 mètres par seconde. Donc c'est assez normal qu'on puisse continuer ensuite après le 50 cm jusqu'à 2 mètres.